Frédéric Lénard et Chamonix. Le directeur de l'UTMB Group est-il l'homme le plus détesté de la France qui traîne, le plus machiavélique ou un hologramme à la place de Michel et Catherine Poletti? Vous l'aurez compris, dites UTMB est grand patron et c'est une caravane de clichés qui s'ensuit. Clichés que les méthodes d'expansion du circuit UTMB n'aident pas trop à apaiser. Dernier exemple en date, avez-vous entendu parler du dossier Ventoux? L'UTMB vient d'annoncer une nouvelle course sur le même territoire que le Trail du Ventoux, lui fondé en 2003, qui va se tenir quelques semaines après le Trail du Ventoux, dont les inscriptions vont ouvrir quelques semaines avant celle du Trail du Ventoux. Bref, comment on fait pour ne pas être polarisé aujourd'hui entre des haters très inflammables et des pros, on va dire, plutôt tièdes? L'UTMB cet été, l'UTMB Mont-Blanc, vient d'annoncer une fréquentation record, une éco-responsabilité record, voire triomphante, et une médiatisation en hausse elle aussi. Aujourd'hui, on a donc voulu vous proposer un entretien un peu spécial, non pas dans la gueule d'un loup ou du loup, mais plutôt face au symbole de cette incompréhension croissante, Frédéric Lénard, qui a immédiatement accepté notre invitation, et on le remercie, puisque ses prises de position face caméra sont plutôt rares. Un objectif au-delà de tout ça, en tout cas une tentative, c'est questionner, creuser et vous aider à vous faire votre opinion, et peut-être aussi à aller creuser l'information. Espérons qu'on aura réussi. En tout cas, ce serait intéressant. Je dis ça, je dis rien. Bonjour, je m'appelle Frédéric Lénard, je suis directeur général du TMB Group. J'ai 58 ans, bientôt 59. Ce que j'adore, c'est les relations dans le travail, les relations humaines d'une manière générale. Et je dirais, ce que je déteste, c'est les situations dans lesquelles je peux avoir le vertige. Voilà, je suis très sensible au vertige. Intéressant. On prend. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, de nous recevoir, d'avoir répondu aussi vite à notre invitation, quasiment un mois jour pour jour après le clap de fin de l'UTMB. Avec plaisir. Merci aussi étant donné la densité de ton agenda, puisqu'on a quitté le vouvoiement façon athlète. Voilà. Étant donné que je pense que la densité de ton agenda ressemble plus à un jour de départ du TMB qu'à une morne pleine, je peux me tromper. Pour cette première rencontre, on va un peu allonger la durée, on en a convenu, toi et moi. C'est un format 20 minutes, et évident que tu connais les interviews en biais, mondialement célèbres aujourd'hui. On va donc passer à un format un peu plus agrandi pour cet entretien un peu spécial, et donc on tournera autour d'une durée d'à peu près 2h45. Ça va comme ça? C'est parfait. Bon, ok, très bien. Deux choses que je voudrais préciser avant de commencer cet entretien, deux règles. Je précise que tu as souhaité recevoir nos questions un peu en amont afin de travailler les réponses. Je m'y suis plié de moyen gré, c'est le jeu. En revanche, on n'est pas là pour jouer un script, donc tu me permettras de rebondir selon les termes de notre conversation, à ce que ça m'évoque, à mes questions, à mes calembours. Bon, ça on verra, c'est pas garanti non plus. La deuxième chose, et je tiens à insister là-dessus, on n'est pas ici pour se payer l'UTMB, je voudrais être clair avec tout le monde, mais pour mieux connaître tes positions personnelles et professionnelles, puisque je pense que ton niveau de responsabilité associé à ta discrétion et à tes prises de parole face caméra qui sont plutôt rares, font qu'à mon avis, c'est presque le cocktail idéal pour de l'incompréhension, du doute, et au pire, de la caricature ou de la polémique. Je compte sur toi pour une chose, c'est la franchise avec la règle des 4 P, pas de pipeau, par pitié. On est bon? On est bon. Donc Frédéric Lénard. Tu peux dire Fred. Merci. Directeur général de l'UTMB depuis mars 2020, un passage à des postes de direction dans des secteurs assez divers tels que la sidérurgie chez ArcelorMittal, l'énergie, le Rouet-Lotz et l'Automobile Club de France, organisateur des 24 heures du Mans. De l'Ouest, pardon, ouais. Autant pour moi. Gros morceau de ta carrière, puisque il y a cette fameuse course qui existe depuis 1923. Oui, tout à fait. Pas mal. Non, c'est instinctif, mais tu parles. Gros morceau, 1923-2003, 2003, fondation de l'UTMB. Peut-être une conjonction, j'en sais rien. Un constat, la communauté trail, aujourd'hui, ne comprend plus les méthodes d'expansion du circuit UTMB. On va en reparler évidemment. Quand je dis ça, je ne formule pas un sentiment personnel, un petit peu, mais un constat que l'on fait en tant que média, personnellement en tant que représentant de plusieurs titres de presse.
via les sondages que l'on fait sur Twitter, sur les réseaux sociaux, via les commentaires qu'on a sur nos vidéos Facebook, les posts, bref, le retour aussi, le courrier des lecteurs, ça existe encore. Aujourd'hui, deux phénomènes, moi, m'agacent personnellement, c'est la cacophonie, mais c'est surtout la caricature et le silence radio. On va parler surtout de la France, car je pense qu'on parle d'une communauté plutôt en France, à mon avis. Ce qui se passe à Ushuaïa, UTMB, va peut-être moins intéresser la communauté trail. Donc, c'est la base de notre entretien. On est OK aussi là-dessus. Parfait. Auparavant, une première question, est-ce que tu dors bien? Oui, je dors très bien. Très bien. Tu prends tes fonctions au tournant de l'UTMB 2020, on va dire qu'entre 2020 et 2022, c'est un cap majeur pour l'UTMB, le sponsoring de Oka, massif. On se souvient en 2021, Hôtel Alpina estampillé Oka, le chalet en bois énorme, l'édition Kilian aussi, édition record, la création du circuit UTMB aussi au tournant 2021-2023. En gros, on va t'appeler au moment où on franchit un cap énorme. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ton histoire à la course à pied et à l'événement pour tout simplement en venir à le diriger et aujourd'hui être à ce poste de responsabilité en 2024. C'est quoi dans ton histoire personnelle l'UTMB? Une entreprise ou autre chose? Non, c'est plus que ça. C'est en fait... bon, d'abord, j'ai effectivement, tu l'as noté, j'ai fait un virage vers le sport en dirigeant l'Automobile Club de l'Ouest et en organisant notamment les 24 heures du Mans sur le circuit du Mans. Et j'ai aussi participé au développement international des 24 heures du Mans. Donc on retrouvait un certain nombre de critères communs dans le projet UTMB, même si c'était beaucoup plus petit et complètement différent. Moi, ce qui me plaisait, c'était justement cette discipline du sport. En fait, j'ai un attachement à la montagne. En fait, je viens dans une station proche de Chamonix depuis ma plus tendre enfance. En fait, j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais jeune. J'adore la randonnée en montagne. Je pratique la course à pied depuis toujours à mon niveau, mais je pratique la course à pied. J'adore les sports outdoor. Donc, je dirais qu'il y avait du sens derrière le projet UTMB à l'origine. Quand je suis rentré en 2020, on savait pas où on allait en fait. On savait juste qu'il y avait un projet de développement à l'international de l'UTMB. Ça avait déjà commencé depuis 2016, puisqu'il y avait déjà des franchises by UTMB à l'international. Mais le projet, c'était de donner de l'ampleur à ce développement à l'international dans une logique de proposer des expériences UTMB à l'international. Ce qui a chamboulé complètement le modèle, c'est probablement la période Covid qui nous a amené à nous poser des questions sur l'avenir. Et donc c'est vrai, tu l'as souligné, je suis rentré en fait quelques jours avant le lockdown, le confinement Covid. Et en fait, on a dû gérer effectivement des situations extrêmement difficiles avec l'annulation de l'UTMB Mont-Blanc. Donc une entreprise qui était vraiment en situation de survie à l'époque, avec en plus un projet de développement. Donc on était plutôt... Et en fait, c'était courageux de la part des fondateurs de dire on va recruter un DG à ce moment-là, en fait. Mais clairement, ils avaient envie de continuer à investir dans cette période difficile. Et donc, il y a eu effectivement une phase de gestion de la crise Covid, 2020-2021 aussi, puisque... Il y a les courses de trail n'ont repris que véritablement à l'été 2021, début 2021. Même en France, il n'y a pas d'événement de trail. Et puis, effectivement, ça nous a amené probablement à nous poser sur la suite du système et ce qu'on voulait mettre en place. On savait qu'on devait réformer notre système sportif, notamment le système de qualification à l'UTMB Mont-Blanc. Et donc, c'était l'occasion de reposer l'ensemble des éléments en se basant sur des critères incontournables qui étaient la cohabitation entre les coureurs élites et les coureurs amateurs, la volonté aussi de ne pas avoir seulement des courses d'ultra, mais d'avoir des courses plus accessibles à partir d'une catégorie 20 km. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on développe pas mal les courses sur les courtes distances aussi. Donc il y avait un certain nombre d'ingrédients qu'on a intégrés dans notre système sportif qui nous a amené à construire cette pyramide avec les finales à Chamonix au mois d'août. Voilà. Des événements majors qui sont quelque part des finales continentales aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et puis, effectivement, un socle de courses by UTMB dans le monde qui permettait de vivre une expérience UTMB pour des coureurs locaux. Et puis, toujours cet attachement à rester connecté avec l'ensemble de la communauté, avec nos courses
dites UTMB Index, en fait, qui permettent d'avoir un classement, enfin un score pour les coureurs. Est-ce que l'on soit passé par la sidérurgie, l'énergie ou les sports automobiles, diriger aujourd'hui l'UTMB, je parle de l'UTMB globalement, c'est tout simplement appliquer des processus de gestion et peu importe le circuit de l'univers duquel on provient? Bah, je dirais qu'il n'y a pas, j'ai pas de méthode de gestion. Enfin, effectivement, j'ai dirigé d'autres entreprises, donc on a des réflexes de chef d'entreprise, mais je dirais que Appliquer des process. non, en fait, c'est surtout dans un projet d'entreprise, c'est surtout la relation humaine. On voit qu'on n'a pas de machine hein, ici. Hein. C'est les collaborateurs, les individus, les bénévoles aussi, les associations qui sont derrière nous, qui constituent notre capital. Hein. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est de gérer cette relation humaine dans l'entreprise, de constituer une équipe d'hommes et de femmes passionnés au service d'un projet. Et notre projet aujourd'hui, c'est de rapprocher les gens et de les reconnecter avec la nature, d'une manière générale. Pas seulement les coureurs et les accompagnants, mais aussi les bénévoles, les gens des territoires qui sont heureux de participer à des événements parce que ça les reconnecte ensemble, ça leur permet de travailler ensemble. Donc, je dirais que la méthode de gestion, c'est la relation humaine au sens large, parce que c'est ça la vraie richesse d'une entreprise et du TMB Group en particulier. Je suis obligé d'aborder une question qui chatouille sur ce recrutement d'un directeur général, donc avec un modèle d'entreprise. Je me suis demandé et j'ai entendu, est-ce que c'est l'affirmation de ce que quelque part l'UTMB est devenu, c'est-à-dire on embauche un cadre supérieur, passé par des activités économiques, mais opposées presque, dans leur sens, à ce que l'UTMB vend. L'UTMB vend de la nature et de la montagne, du rêve. Tu passes par la sidérurgie, l'automobile ou l'énergie. Je veux dire, ne serait-ce que sur le symbole, j'enfonce volontairement une pique sur un sujet qui, à mon avis, peut être touchy, mais uniquement presque philosophiquement, quoi. Est-ce que certains peuvent le voir comme une faute de goût, une bourde, ou tout simplement l'affirmation de ce qu'est devenu l'UTMB, c'est-à-dire, non, aujourd'hui, on est devenu une entreprise, il nous faut un dirigeant qui sache diriger, qui sache appliquer aussi des méthodes. Est-ce que tu peux comprendre cette... Oui, alors juste sur la sidérurgie, en fait, c'est aussi un métier de passionné, et les gens qui travaillent dans les aciéries sont des héros pour moi, c'est des gens extraordinaires. Donc il y a à chaque fois derrière tous les projets, il y a des hommes, Évidemment. Et donc... oui, et hors d'une occasion de critiquer une filière. En fait, chaque métier est un métier de passionné, et en l'occurrence, en ce qui concerne UTMB Group, effectivement, on est avant tout des passionnés de ce sport et de ce métier autour du sport. Alors je ne suis pas tout seul, hein, il y a toute une équipe derrière, hein, et on a des spécialistes de chacun des métiers. Je pense que ça correspond aussi à un moment, une vision des fondateurs qui se sont dit, OK, si on veut aller plus loin, on a besoin d'intégrer des gens qui maîtrisent certains métiers qu'on ne maîtrise pas forcément. Et je trouve que de la part des fondateurs, c'est une forme d'humilité. De se dire on va s'appuyer sur une équipe. On est parmi les managers et parmi l'ensemble de l'équipe, 80% des gens sont des pratiquants de trail aujourd'hui, et l'étaient déjà avant ou le sont devenus. On est tous des passionnés, et je pense que ça correspond aussi, cette professionnalisation du TMB Group aussi correspond aux attentes des coureurs qui recherchent du professionnalisme dans l'organisation de l'événement. Aujourd'hui, on voit que pour organiser un événement, il faut avoir mis en place des moyens de sécurité pour les coureurs, du médical, faire de la logistique, faire effectivement du marketing, parce que les coureurs attendent d'être dans un programme coureur depuis le moment où ils s'inscrivent jusqu'au moment où ils participent à la course. Ils s'attendent à avoir effectivement des contenus, parce que ces contenus sont inspirants, racontent une histoire, racontent une aventure, des émotions, etc. Et donc il faut quelque part des professionnels pour le faire. Abordons maintenant peut-être l'un des hooks ou des cœurs de notre entretien, c'est-à-dire les méthodes d'expansion du circuit UTMB. Aujourd'hui, très très bref rappel historique, votre implantation, il y a eu, je pense à Alsace by UTMB, où vous arrivez dans une région en regardant, mais en vous insérant dans un calendrier déjà très très serré. Il y a eu le dossier ou l'affaire Whistler au Canada, où on vous a incriminé, imputé le fait de faire silence sur un rachat. Enfin,
bon, je renvoie nos internautes à l'affaire Whistler. Et puis, entre autres, il y a la polémique autour du Grand Raid du Ventoux, qui a été annoncé mi-septembre. On va rappeler cette histoire. Grosso modo, Trail du Ventoux, créé en 2003. Course historique, début mars. Après des échanges, un silence radio, des démentis, etc., il y a une épreuve by UTMB qui s'installe, qui aura lieu l'année prochaine, quelques semaines après le Trail du Ventoux, et dont les inscriptions vont avoir lieu quelques semaines avant le Trail du Ventoux, sur un territoire digne d'un mouchoir de poche. Bon, voilà, donc les susceptibilités sont exacerbées. Ma question est simple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un modèle d'entreprise pragmatique, factuel, qui consiste pour vous à identifier les régions françaises à potentiel? Il faudrait qu'on propose quelque chose aux Bretons, aux Nordistes. Vous aimerez les calissons d'Aix, vous aimerez, j'en sais rien, la saucisse de Montbéliard, les dentelles du Puy-en-Velay. Aboutir à la création d'un événement by UTMB là-bas. Je ne parle pas de faisceau de coïncidence ou de ressemblance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un modèle que pratique l'UTMB? Alors notre modèle aujourd'hui, on a 50 événements dans le monde pour l'année prochaine qui sont déjà annoncés. Et notre modèle, c'est de proposer une expérience UTMB à des coureurs locaux. Donc on va retrouver d'une manière générale, si on prend l'ensemble des 50 événements, enfin il y en a qui n'ont pas encore eu lieu, donc, mais si on prend les événements 2024, 43 événements, 57% des coureurs qui ont couru ces événements-là, en moyenne, étaient des coureurs du pays dans lequel était organisé l'événement. Quel chiffre? 57%. Et en fait, on parle plutôt de régionalisation, c'est-à-dire que si on prend le Trail d'Alsace Grand Est que tu citais, on va retrouver à 90% des coureurs français, belges, allemands et je pense suisses. Si on prend Val d'Aran by UTMB, donc dans les Pyrénées, à la frontière française, 80% des coureurs sont espagnols, portugais ou français. Donc en fait, on va chercher à avoir effectivement des événements pour des coureurs locaux. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, une course by UTMB, c'est une expérience UTMB sur un événement local. Si on prend le Grand Raid du Ventoux, c'est pas nous qui sommes allés de manière proactive sonner à la porte des organisateurs du Grand Raid Ventoux. En fait, c'est eux qui sont venus nous voir. C'est le Team Sport 84 qui est donc ex-Grand Raid des Dentelles. Oui, qui est organisé par notamment deux personnes, Pierre-Yves et Laurent, qui sont qui sont des sapeurs-pompiers. Donc, et leur métier, ils sont très engagés dans leur métier, mais ils portaient aussi cet événement pour une cause d'ailleurs qui est juste, qui est la cause, c'est l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Donc, c'est une manière de contribuer au financement de cette œuvre. Je te coupe, qui partait donc de Gigondas et qui a été organisé depuis une bonne trentaine d'années. Et en fait, donc l'événement existait, ils sont venus nous voir parce qu'à un moment donné, ils avaient besoin d'aide pour continuer à développer l'événement. Et donc ils ont proposé d'intégrer Grand Raid Ventoux dans le circuit UTMB. Et nous, on n'a pas une volonté d'hégémonie, bien au contraire. On l'a fait dans une logique de discussion avec l'ensemble des organisateurs des événements de la région, portés d'ailleurs par Laurent et Pierre-Yves. Et à un moment donné, effectivement, on a pris la décision très récemment, c'était juste avant l'UTMB, je pense, de dire OK, go, on pense que ça a du sens d'intégrer Grand Raid Ventoux dans le circuit UTMB et d'en faire une expérience by UTMB. Mais c'est pas, on n'a pas un plan, en fait, notamment en France, on n'a pas un plan pour avoir forcément plus d'événements. On se rend compte néanmoins que la communauté française est l'une des 3 premières du monde, avec probablement la communauté américaine et je pense aujourd'hui la communauté chinoise. Donc c'est un territoire sur lequel il y a un gros terrain de jeu, donc il y a beaucoup de pratiquants de trail running. On estime, nous, qu'il y en a à peu près 700 000 qui portent un dossard, qui ont porté un dossard. Il y a probablement 1 million de pratiquants de trail running en France. Nous, on a globalement accueilli cette année un peu moins de 35 000 coureurs français sur l'ensemble de nos courses, donc essentiellement en France, un peu aussi en Europe, mais 35 000 coureurs à rapporter à probablement 1 million de pratiquants ou 700 000 pratiquants qui prennent un dossard.
Donc on a une communauté française qui est forte, mais qui reste marginale dans l'ensemble de la communauté de trail running en France. On a des événements aujourd'hui qui ont atteint une forme de maturité. On a 6000 coureurs en Alsace, 6000 coureurs à Nice. Trail Saint-Jacques, on n'est pas loin on est entre 5000 et 6000 coureurs. Donc aujourd'hui, en fait, si on veut continuer à accueillir des coureurs et à proposer une expérience UTMB à des coureurs français sans dégrader l'expérience sur nos événements et en respectant les territoires sur lesquels on est déjà installé, bah effectivement, il y a de la place pour d'autres courses. Ça ne veut pas dire qu'on va en avoir 10 ou 15, mais il y a de la place pour d'autres courses. Aujourd'hui, on n'a pas d'annonce à faire pour 2025, il n'y a pas d'annonce à faire pour 2026, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'autres projets dans les cartons. Mais tu le soulignais, on a beaucoup de coureurs dans l'ouest de la France ou dans le nord de la France. Le territoire se prête un peu moins au dénivelé positif fort. Au dénivelé, pas au trail. Mais pas au trail, voilà, exactement. Et en fait, nous, aujourd'hui, on propose des expériences qui sortent aussi des univers alpins. C'est sûr, on a le trail de Verbier-Saint-Bernard qui est très alpin, mais on a, par exemple, intégré Arc of Attrition en Cornouailles, en Angleterre. C'est du parcours côtier. Ouais. Et c'est... faut loin d'être alpin. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, il est probable que dans les années qui viennent, on rajoute une course, peut-être en Bretagne. Tu le citais, mais aujourd'hui, il n'y a rien de prêt, il n'y a rien de fait. Ou dans le nord de la France. Et puis après, dans le sud-ouest, en fait, on a quand même 2 événements dans les Pyrénées qui ne sont pas en France, mais on a Val d'Aran qui est juste à la frontière française, donc qui permet d'offrir des courses à des coureurs du sud-ouest, ou Andorre, effectivement, qui est pas loin aussi. Bon, tu devances ma prochaine question qui était liée à vos objectifs de développement sur 2025, 2026. Donc on prend note de ta réponse. Je ne peux pas ne pas parler de sentiments. On est des hommes, et tu travailles avec des hommes, c'est le cœur de ton métier, tu l'as dit. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de détestation ou de polémique. Tu as très bien compris le sens de ma question quand je t'ai demandé si tu dormais bien. Aujourd'hui, être le directeur général de l'UTMB, c'est être attaché à des haters qui sont inflammables et des pros qui sont, je dirais, plutôt tièdes. Je pourrais te communiquer nos chiffres, mais voilà, le sentiment est plutôt, bon, ok, c'est pas mal, etc. Aujourd'hui, comment on fait pour vivre au quotidien dans un monde qui est plutôt associatif, en arrivant avec un modèle d'entreprise affirmé, mais voilà, où le monde du bénévolat ou de l'associatif est par définition quelque chose qui n'est pas du tout le monde des bisounours, mais où la coexistence est la règle de vie, et où on arrive avec un objectif mercantile, du moins lucratif, ne serait-ce que pour arriver à l'équilibre. On vit comment au quotidien ce sentiment, 24 heures sur 24, d'avoir des quantités de messages, et puis, je veux dire, c'est factuel, et puis c'est du ressenti. Comment tu fais ? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question, donc ça va peut-être être long, complexe de répondre à tout, mais aujourd'hui... Restons sur un plan personnel, sinon. Oui, non, mais... et j'ai pas toujours bien dormi. Soyons clairs, hein. On a eu effectivement des périodes un peu difficiles, des périodes de questionnement. Aujourd'hui, je pense qu'on a repositionné notre projet dans la bonne direction. Aujourd'hui, on s'appuie sur le développement du sport et des problématiques de sustainability, de durabilité des événements. Si on prend le sport, on a pris des engagements forts pour le soutien des athlètes élites et des top élites. On l'a fait... Alors, on parle parfois de professionnalisation du sport. Personnellement, j'aime pas ce terme, mais je pense qu'on doit plutôt parler de soutien à des athlètes qui consacrent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et qui s'engagent beaucoup pour leur sport, qui inspirent ce sport. Et nous, on est là dans une logique d'accompagnement au développement de ce sport. Et donc, c'est bien de soutenir des athlètes qui sont inspirants pour ce sport. Donc, c'est ce qu'on a montré, ce qu'on a démontré, en modifiant les price money, par exemple, de façon très importante sur cette année, le KUTMB Mont-Blanc, sur les majors également. Et on a mis en place un programme anti-doping qui était aussi une référence dans ce sport, qui n'existait pas jusque-là. Ça a été accueilli très positivement par les athlètes élites. On a aussi... mis en place une nouvelle organisation qui s'appelle une direction sport et sustainability dans notre organisation. On a recruté Julien Chaurier, qui est un ancien élite, pour... Julien fait le lien entre les athlètes et... Exactement. Oui. Julien est en charge de la relation avec les athlètes élites, les teams,
les instances du sport, la PTRA, et puis c'est lui qui est aussi en charge de l'évolution des règles sportives. Aujourd'hui, les règles sportives, on les fait évoluer surtout dans une logique d'inclusion et de diversité. Donc on a annoncé une Adaptive Athlete Policy, on a annoncé une Pregnancy Policy précédemment, donc d'accueil d'un enfant pour les athlètes. Donc le sport prend une place très importante dans notre organisation. La sustainability aussi, parce que on a des enjeux de durabilité qui sont forts. Encore une fois, des questions de diversité, et d'inclusion et d'équité, mais aussi des questions de relations avec les territoires, de prospérité des territoires sur lesquels on a installé, et évidemment, au-dessus de tout, des problématiques environnementales et l'empreinte environnementale de nos événements. On fait beaucoup de choses, je pense qu'on ne communique pas suffisamment sur ce qu'on fait, mais on considère que c'est notre devoir, effectivement, de limiter l'empreinte de l'événement à travers la gestion de nos ravitaillements, de tout ce qui se passe sur l'événement. On a un seuil supplémentaire à passer qui est comment est-ce qu'on traite la politique des voyages. Et donc c'est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Le thème de mes 3 prochaines questions. Très bien. Et puis après, effectivement, est-ce qu'on vit bien ce qu'on entend de certains coureurs? Je pense que la grande majorité de nos coureurs, c'est-à-dire cette année, on aura fait courir, on aura eu 160 000 coureurs inscrits sur l'ensemble de nos courses. On en avait 120 000 l'année dernière, donc je pense qu'il y a une grande majorité de coureurs qui nous suivent. Aujourd'hui, nous, notre récompense, c'est de voir le sourire sur le visage des coureurs au départ et à l'arrivée, les émotions que ça génère, etc. Donc, je pense que la grande majorité des coureurs comprennent ce qu'on fait et adhèrent à ce qu'on fait. Ça ne nous empêche pas de nous remettre en cause. Et après, on doit écouter les autres, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être, qui étaient peut-être là avant, à un moment où le trail était un peu différent. Aujourd'hui, peut-être que le trail, d'une manière générale, a évolué. Donc, on les écoute. On les a beaucoup écoutés l'année dernière, quand il y a eu quelques sujets, effectivement, de polémique. Voilà, on est véritablement à l'écoute, on se remet en cause. On se dit jamais, ça y est, c'est bon, notre modèle, il est en place et progressons et développons-nous. En fait, on se développe dans une logique, comment est-ce que notre développement peut servir l'évolution de ce sport. Et on considère que la taille de notre circuit aujourd'hui est un atout, parce qu'elle permet plus d'inclusion. Ça veut dire qu'on fait courir des coureurs d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est, de Chine, d'Afrique, etc. sur nos courses. On se rend compte que la représentativité des femmes est plus importante sur certains territoires que d'autres, notamment en Europe, où elle est plutôt culturellement moins bonne. Et donc, globalement, notre taille de circuit participe à notre projet global autour du sport et de la durabilité. D'accord. Sur un sondage d'à peu près 1000 ou 1100 votants réalisé sur Twitter, on est à 63% qui considèrent de nos répondants que l'UTMB, aujourd'hui, ne représente pas l'esprit trail, cette notion vague. Bon, comme ça, précision. En 2 mots, dis-moi si je résume bien ta pensée, donc, et après on passe à autre chose. Tu réfutes donc le fait de pratiquer un process qui consisterait à étudier ce qui se fait dans une région, s'inspirer d'événements ancrés ou qui fonctionnent, Grand Raid du Ventoux, etc., et créer ou proposer une labellisation. C'est différent, votre manière de faire. Vous vous appuyez davantage, tel que je le comprends, en tout cas, si je répète ce que tu dis, sur le tissu existant pour créer des synergies. Oui, bien sûr. Là, Oui. je cite. Oui, bien sûr. Et en fait, on n'est pas en situation proactive où on va aller voir des événements, on va toquer à la porte et on va dire on aimerait vous intégrer. Alors, on est plutôt dans une logique on étudie des candidatures, que ce soit en France ou à l'international, et on regarde si l'expérience qui va être proposée, la possibilité d'accueillir des coureurs sur un territoire donné et d'avoir la possibilité de venir assez facilement en transport en commun, la qualité des parcours évidemment, etc. Donc on a un certain nombre de critères qu'on étudie pour dire ok, ce dossier-là nous intéresse. Et ça nous arrive dans la grande majorité des cas, on refuse des dossiers parce que ça ne correspond pas forcément à nos critères. D'accord. Bon, je rappelle à nos internautes que le but est aussi de se faire votre propre opinion et donc d'aller vérifier l'info, aller sourcer l'info, aller chercher l'info pour, voilà, tes propos peuvent être aussi prétexte à creuser les choses. L'UTMB Mont-Blanc aujourd'hui, j'ai tendance à considérer que c'est un événement en soi, c'est une semaine de sport-spectacle
fascinantes. Mais peut-être que l'UTMB Mont-Blanc est désormais un peu décorrélé des UTMB World Series. Je veux dire par là que les courses by UTMB, à mon avis, sont un moyen d'accès mécanique à la finale estivale. Mais ça m'évoque souvent ces courses UTMB Stéphane Bern ou une collection Panini. Tu sais, la région préférée des Français ou nos régions ont du talent. Je disais tout à l'heure, les Calissons d'Aix, la Rosette de Lyon, eh ben vous aimerez le Sapin des Vosges, les clochers alsaciens, l'arrivée au Puy-en-Velay, ou les Yodel et culottes de peau en Argentine, ex-édition de Villa Général Belgrano, Valol by UTMB, Oktoberfest en gros. Quels exemples de synergie véritable, gagnant-gagnant, auriez-vous, en deux mots, deux, trois exemples, entre l'UTMB et l'ancrage culturel local? Je pense à la VVX, pour citer une course qui est totalement à part des UTMB World Series. Elle a pris la décision de faire séjourner les coureurs, et la course est presque, sans vouloir choquer Jean-Michel Chopin, mais accessoire. C'est super intelligent, puisque c'est le constat du fait que les coureurs, ils viennent, ils repartent, et il ne se passe jamais rien. Ils ne consomment pas, ils ne profitent pas de la région, ils ne découvrent pas. Je ne parle pas de producteurs locaux, je ne veux pas te dire, montrez-nous que vous avez vraiment fait bosser le producteur de miel ou de bière locale. Est-ce qu'il y a vraiment une synergie véritable aujourd'hui, attestable, entre l'identité culturelle locale, valorisée, et les courses labellisées UTMB? Je dirais que oui. En fait, d'abord, le circuit qu'on a construit n'est pas juste un circuit de qualification UTMB Mont-Blanc. Même si, effectivement, on les appelle les finales des UTMB World Series. C'est peut-être une destination en soi pour les élites, mais pour la grande majorité de nos coureurs réguliers, en fait, c'est avant tout vivre une expérience UTMB localement. Je te citais des chiffres pour dire que les courses étaient avant tout remplies par des coureurs locaux. C'était une question que je me posais. Ouais. Combien considèrent la finale comme un bonus? Mais bon, je n'irai jamais parce que c'est en été, c'est à Chamonix. Et combien y vont directement? Je crois que au moment du tirage au sort de l'UTMB Mont-Blanc en 2024, il devait y avoir à peu près 103 000 coureurs qui avaient au moins une Running Stone, qui avaient acquis au moins une Running Stone entre 2022 et 2023, puisque le circuit a commencé en 2022. Il y a eu 19 000 personnes qui sont préinscrites pour le tirage au sort. Donc ça veut dire que moins de 20% de l'ensemble des coureurs du circuit a considéré l'UTMB Mont-Blanc comme un objectif. Ça veut dire que 80% ne courent que localement. Et ils ont en moyenne, je crois que il fallait 4 running stones en gros pour être sélectionné, c'est-à-dire qu'il fallait avoir couru 2 courses entre 2022 et 2023 pour être sélectionné. Donc, d'une part, les chances de qualification finalement pour l'UTMB, de qualification au tirage au sort, sont relativement importantes dans ce circuit. Donc ça veut dire que le rêve est accessible pour ceux qui souhaitent le réaliser. Mais pour l'écrasante majorité des coureurs, c'est avant tout une expérience locale qui est recherchée. Nous, je te disais tout à l'heure, c'est une expérience UTMB dans une course locale. Donc le local passe en premier. Aujourd'hui, toutes nos courses sont organisées par une équipe basée localement. Parce que les parcours, parce que les autorisations, la relation avec les clubs, les bénévoles, l'ensemble de l'organisation de l'événement sur le territoire est organisé par des locaux. Donc on est ancré localement à chaque fois sur les événements. On vient après en soutien avec nos équipes. Là, on a Nice Côte d'Azur by UTMB ce week-end. Donc il y a des gens qui partent aujourd'hui vers Nice pour apporter un soutien à l'organisation de la mise en place de l'événement. Mais ça, je peux l'attester, et je fais une parenthèse, puisque quand Snowdonia venait d'être labellisé UTMB, Mike Jones m'avait dit non. Ils sont venus, ils ont respecté le staff en place, ils nous ont juste appuyé sur des domaines. Tout à fait. Et donc, on reste une course locale, et forcément, dans une course locale, ce qui va transpirer, c'est l'identité locale. Et nous, on tient à ça, parce que il est hors de question que on se dise on va vivre exactement la même expérience en Angleterre, en France, en Asie, etc. Donc aujourd'hui... C'est un reproche qu'on vous fait souvent. Ouais, et pourtant c'est vraiment quelque chose auquel on s'attache, et c'est pas juste le producteur de miel. C'est que tu citais le Trail d'Alsace Grand Est, on est allé voir les autres organisateurs d'événements. L'événement lui-même est organisé localement par le CDA, le comité départemental d'athlétisme. Donc on a une équipe locale à chaque fois qui est présente toute l'année pour organiser cet événement et qui travaille avec l'ensemble de l'écosystème local. Vous avez réussi à vous implanter en Alsace sans dire, écoutez, non, voilà, on se débrouillera, mais non.
Ça n'a pas été comme un chien dans un jeu de quilles. Non, on a effectivement dialogué avec l'ensemble des acteurs. Alors après, et on a appris aussi, c'est aujourd'hui, c'est effectivement plus facile, probablement, d'intégrer un événement qui existe déjà, comme le Grand Raid Ventoux, plutôt que d'arriver et de créer un événement qui vient s'ajouter à un écosystème local. Et donc là, aujourd'hui, on veille justement plutôt à reprendre des courses existantes, là où on l'a fait. Donc on a annoncé Grand Raid Ventoux, c'était un événement qui existait depuis presque une dizaine d'années, organisé par le Team Sport 84. On a un événement à Monterosa à partir de l'année prochaine, donc en Italie, dans la vallée d'Aoste. C'est un événement existant. Et de la même façon, Franco Collet est venu nous voir en disant moi j'aimerais intégrer les séries. Et Franco, du coup, reste directeur de l'événement. Il travaille pour l'événement, il travaille pour l'organisation, il est basé localement, il vit là-bas et il fait partie du circuit UTMB. Je ne peux pas ne pas te reprendre sur l'histoire du Grand Raid Ventoux. En effet, événement historique. On peut voir la chose comme une reprise et une synergie avec un événement historique. Mais bon, il y a le fait aussi du changement de date d'inscription, le déplacement de la course qui était un départ à Gigondas qui vient à Malaucène. On est à moins de 13 km de Bédouin, départ du Trail du Ventoux. Sur des parcours quasi identiques, une tenue de l'événement, je pense 2 ou 3 semaines ou un mois après le Trail du Ventoux. C'est vrai que tu comprends la réaction des gens en se disant non, il n'y a pas qu'une adéquation entre l'expérience UTMB et puis quelque chose d'historique quand même. Mais la délocalisation de la course était programmée avant que ça rentre dans les UTMB World Series. Donc en fait, nous, on n'a pas participé à cette évolution. Tu veux dire sur l'édition 2023, quand le Grand Raid du Ventoux a commencé d'un coup à changer du format 100 km pour proposer en 2023 4 formats de course, 20, 40, 70, etc. C'était quelque chose une génération spontanée. Quoi. Ouais. Nous, on a commencé à discuter avec le Grand Raid Ventoux en août 2023. Et donc l'événement a suivi son évolution. Cette année, on n'a pas participé à l'événement, puisqu'en fait la décision a été prise cet été de dire ok, on pense qu'aujourd'hui on a tous les éléments pour se dire on intègre Grand Raid Ventoux dans les UTMB World Series. Voilà. Mais donc en fait ce sont des décisions qui ont été prises avant par les organisateurs de l'événement. Nous on a repris l'événement comme ça, c'était déjà en place. D'accord. Et ensuite, oui, on arrive avec on va développer un événement sur un territoire sur lequel il y a d'autres événements, mais on va arriver avec un 100 miles qui n'existe pas aujourd'hui dans le paysage du trail local. Nous, quand on a regardé les réactions des coureurs, on a eu énormément de réactions positives, de dire ah génial, je m'inscris, c'est top, je suis super content de pouvoir vivre une expérience UTMB sur le Ventoux. Bon. Refermons la page Ventoux. Les informations que j'avais eues moi, de la part de différents protagonistes étaient que ça avait été confirmé en tout cas en février 2024. Mais toi, tu parles du mois absolument. Je te garantis que non. Très bien. Été 2003, 171 km, 722 coureurs. Et le but, c'est on va bien voir ce qui se passe, la magie de l'inconcevable, de la folie. Qu'est-ce qui reste de cette UTMB originelle aujourd'hui dans l'UTMB duquel on parle en 2024. Là, tu parles de l'UTMB Mont-Blanc. Ouais. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Oui, parce que tu parlais de l'expérience UTMB, ça me questionne toujours aujourd'hui. Faire un 20 km à Istria, bon, ok, je veux bien vivre une expérience UTMB, je te crois quand tu me dis qu'on va la vivre sur un 20 km à Istria, je l'ai fait. C'est horrible, sympa, formidable, mais j'ai cherché l'UTMB Mont-Blanc, ou l'expérience UTMB, mais voilà. Qu'est-ce qui reste comme ADN ? Qu'est-ce que tu peux sentir aujourd'hui dans l'événement d'aujourd'hui ? Je dirais que l'ADN n'a pas changé. Aujourd'hui, déjà, 2003, effectivement, 722 coureurs au départ, grosse soixantaine à l'arrivée. Dont un certain Michel. Michel Poletti. À l'époque, le format, c'était dit on pouvait s'arrêter aussi à Notre-Dame-de-la-Gorge, à Courmayeur, etc. Il n'y avait qu'une seule course, donc c'était comme ça. Après, je crois qu'il faut comprendre que c'est un événement qui a été organisé par des passionnés de sport et par des passionnés de leur pays, en fait. Et ils étaient vraiment animés par l'idée de créer du lien entre la France, l'Italie,
et la Suisse. Ils se sont d'ailleurs demandé si c'était possible de faire le tour comme ça, en semi-autonomie, autour du Mont Blanc. Ils ont testé quelques mois avant ou une année avant pour voir si c'était possible, parce que c'était une des questions de Michel, c'est est-ce que c'est faisable? Et en fait, animé par cette passion, les courses qui se sont ajoutées, en fait, étaient vraiment dans une logique de ah, mais il y a ça à voir, il faut absolument qu'on le montre à nos coureurs, il faut qu'on puisse leur faire profiter de cette expérience. Donc, on a fait un détour par les pyramides calcaires. On a rajouté la CCC en se disant mais c'est génial, on peut faire Courmayeur, Chamonix, etc. On a rajouté la MCC parce qu'on s'est dit ah mais il faut des courses pour les gens du pays, etc. On a rajouté à chaque fois, c'était toujours dans une logique, c'était pas dans une logique mercantile, hein, très franchement. C'était dans une logique, j'ai tellement envie de faire découvrir ce territoire. Il y a des formats de courses pour tout le monde. Et c'est tellement extraordinaire que faisons vivre toutes ces expériences extraordinaires, y compris la PTL, quand même un truc à part, complètement différent encore. Et donc la logique de départ, c'était celle-là. Aujourd'hui, on est sur un numerus clausus, c'est-à-dire on ne peut pas augmenter le nombre de coureurs. On n'augmentera pas le nombre de courses dans la vallée de Chamonix. On a rajouté l'ETC à Courmayeur il y a 2 ans pour faire une courte distance. Le prix des dossards va-t-il continuer de croître? Bah, c'est une bonne question. Le prix de dossard, il est en corrélation avec l'investissement qu'on fait sur l'événement. Il faut savoir qu'on passe par 18 communes, 3 pays. Il y a un dispositif exceptionnel, ça coûte cher de faire le tour du Mont Blanc en course parce que il faut raccorder tout ça. Donc il y a une organisation énorme derrière. Il y a des gens qui travaillent toute l'année pour mettre ça en place. Donc le prix, il est en relation avec ce qu'on délivre aux coureurs. Ah, donc le ratio kilomètre, on aurait tellement de questions à te poser, mais le fameux ratio kilomètre-tarif, aujourd'hui, moi, il ne me semble pas légitime. On en parlait avec Nico Darmaillac, organisateur qui a décidé de mettre le couvercle sur la Skyrun. Il nous dit, mais non, mais à partir d'un moment, on commence à rentrer dans des économies d'échelle. Donc en fait, il faut arrêter d'évoquer cet argument-là. Vous ne l'évoquez pas, cet argument-là. Ce n'est pas lié à la distance. Plus c'est long, plus c'est cher. 1 euro un kilomètre? Oui, à peu près. Enfin, non, ça doit être différent. Mais en gros, plus c'est long, plus les coûts sont décuplés. Je pense que c'est presque une logique inverse. Aujourd'hui, je pense que plus c'est long, plus c'est cher. Et en fait, même on se dit qu'il y a des seuils. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce qu'on fait une course avec 2000 coureurs, ça coûte 2 fois moins cher qu'une course avec 1000 coureurs. Donc on ne peut pas dire ah, super, on rajoute des coureurs, donc ça va nous coûter moins cher. En vérité, il y a des effets d'échelle. Parce que tu es obligé d'augmenter la taille des ravitaillements, tu es obligé de mettre plus de dispositifs, tu es obligé d'avoir aussi plus de dispositifs pour récupérer les coureurs qui abandonnent en cours de route. Donc il n'y a pas de règle pour dire, c'est pas comme dans une usine où tu dirais, je vais produire 10 fois plus, donc ça va me coûter 10 fois moins cher. Donc il n'y a pas cette règle-là. Aujourd'hui, la règle du 1 euro un kilomètre, déjà, on en parle depuis très longtemps, donc elle est un peu dépassée. On a vu que le monde a un peu changé depuis. On en parle aussi pour les chaussures, certaines marques apparemment. 1 euro un kilomètre, mais bon, c'est autre chose. Oui, je pense un peu plus, j'espère. Mais donc, non, on n'est pas sur cette règle. Nous c'est pas, faut pas que ce soit un critère. Nous, le vrai critère, c'est de faire courir les coureurs en sécurité, d'avoir le dispositif si ça ne se passe pas bien, de pouvoir les suivre pendant l'intégralité du parcours, de leur offrir un événement qui est un festival avec des émotions, des animations, que ce soit un moment de communion pour les coureurs, que ce soit un moment de relation avec le territoire. Et donc, c'est plutôt ça qui va nous guider dans le format de l'événement, plutôt, y compris, je reprends l'exemple de Nice, les distances longues, elles partent de très loin, c'est-à-dire qu'on est à 2 heures de voiture de Nice, on n'est pas en train de faire une boucle dans la banlieue de Nice, hein, donc ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Mais ça permet de raccorder les communes les unes avec les autres, elles se parlent, ça permet de faire découvrir tout le pays, tout l'arrière-pays niçois, et c'était un des arguments forts de Christian Estrosi et de la municipalité de Nice, de dire on veut mettre en valeur l'ensemble du territoire de Nice, Côte d'Azur, et donc l'événement il passe par là, mais ça coûte beaucoup plus cher à faire. Mais ouais, bon, en même temps, c'est vrai que je pense à des parcours qui partent de Roubion, et pour avoir fait la région à vélo, c'est magnifique. Le temps nous presse, on va essayer de faire, alors exercice difficile, des réponses courtes sur les questions qui viennent, car je voudrais vraiment pas louper notre rubrique internationale des questions en biais. Rapidement, être les plus gros et les premiers, est-ce que ça signifie attirer toujours et toujours plus par définition de critiques ?
Je ne sais pas. Je dirais que non, encore une fois, nous, on n'est pas animé par ça. Déjà, on n'est pas animé par le fait d'être les plus gros. On est juste animé par cette volonté de faire évoluer le sport et de participer à l'évolution du sport. Donc, on entend les critiques. Je pense qu'elles nous permettent aussi, dans certains cas, de réajuster notre trajectoire. Et c'est ce qu'on a fait cette année. Je pense qu'on continuera dans ce sens-là. Et vraiment, on est animé par ce projet autour du sport et de la durabilité de manière générale. Pourquoi insister autant sur l'éco-responsabilité de vos actions, alors que, là encore, presque par définition, je dirais que la course, le modèle de l'UTMB Mont-Blanc est presque opposé à l'éco-responsabilité dans les faits, dans le fait de faire appel à des véhicules, à des... Pourquoi insister autant? Est-ce que ce ne serait pas donner le bâton pour se faire battre? Pas facile de répondre de manière courte là-dessus. Non, mais parce que personne n'a craqué le modèle, en fait, de faire un événement avec zéro impact. Donc, mais on continue à travailler dessus et on a bon espoir qu'un jour on sera neutre en carbone, d'une manière générale. Nous, sur l'UTMB Mont-Blanc, aujourd'hui, nos grosses actions en matière de durabilité, on a déjà fait beaucoup de choses sur les événements. On a supprimé les bouteilles plastiques, on a mis en place des gazéificateurs, ça coûte plus cher que si on avait mis des bouteilles plastiques, très franchement. Mais on le fait parce qu'on veut vraiment réduire l'impact. On a au total une multitude d'actions pour réduire l'impact de nos événements. On travaille on fait du sourcing local sur nos ravitaillements. On a fait cette année des ravitaillements végétariens, etc. Les navettes. Ouais, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a le plan transport qui est important. Nous, ce qu'on veut, c'est... Pas facile, cette année, les navettes. C'est jamais facile. Mais en fait, c'est un gros... Je peux en témoigner. Ouais, non, mais c'est un gros challenge pour nous. Mais clairement, donc, l'impact de l'événement et l'impact des transports, avec la volonté de réduire l'empreinte carbone de l'événement et aussi de réduire le nombre de voitures dans la vallée, et dans les vallées de Chamonix, de Saint-Gervais, etc. Mauritius vient de quitter le circuit. Est-ce que c'est, à ton avis, pas facile aussi de répondre de manière courte, un potentiel commercial qui a été mal évalué au départ, ou une pression financière? C'est le mot qu'a utilisé M. Driss de chez Iota Sport. Il n'y a pas eu de pression, on accompagne... Oui, c'est le terme qui a été évoqué dans les communiqués. Ouais, non, mais en fait, on accompagne Iota Sport depuis qu'on a pris la décision d'avoir cet événement à Maurice. Donc c'était en août 2023. Nous, c'est notre travail de les accompagner. Après, on n'est pas des experts du territoire local, donc il y a eu une première édition qui s'est passée. On pensait qu'on allait continuer. Il se trouve qu'il y a une rupture du contrat. On respecte. Maintenant, ça fait partie des aléas et on respecte la décision de Iota Sport d'arrêter le contrat. Maintenant, de notre côté, il n'y a pas eu de pression. Ok. Est-ce que ce ne serait pas les organisateurs locaux, les bénévoles, enfin les organisations associatives, qui, après tout, n'acceptaient pas, alors je me fais volontairement l'avocat du diable, que l'évolution du trail passe par, désormais, un modèle économique, pyramidal éventuellement, avec des courses qui permettent d'accéder à une finale et avec une notion de profit. Est-ce que c'est nous qui nous trompions, quelque part, si nous nous trompions? Non, je pense qu'il y a probablement plusieurs chemins et ça peut coexister encore. Il y a de la place pour tout le monde. Mais après, tout dépend de ce qu'on va mettre en place. On pense que le format associatif, il peut fonctionner sur certaines courses. On voit, nous, qu'on a intégré beaucoup d'événements qui étaient sous un format associatif. Trail de Verbier-Saint-Bernard fonctionnait comme ça. Grand Raid Ventoux fonctionnait comme ça, jusque-là. Donc, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une limite au modèle associatif parce que les gens ont un métier à côté, qu'il faut consacrer beaucoup de temps. On voit qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes, cette volonté effectivement d'intégrer des problématiques environnementales sur l'événement, de fournir une expérience pour les coureurs, etc. Donc on se rend compte que c'est un vrai métier. Nous, on a fait le choix effectivement de se professionnaliser pour être capable de livrer des événements de qualité, toujours avec cet ADN local, etc. et tout ce qu'on respecte autour de l'identité des événements. Mais on considère que le modèle, il est plus, en tout cas pour nous, est plus de ce côté-là. Deux dernières questions, toutes dernières avant d'aborder les toutes dernières questions Zambiais. Skyrun, terminé. Il n'y a pas vraiment de course au Pays Basque. Non, et si une implantation UTMB là-bas,
Ça vous a pas du tout... Alors aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Nous, on a Val d'Aran qui est pas très loin, donc qui rassemble pas mal de coureurs français. Maintenant, c'est un territoire exceptionnel. Moi, j'adore le Pays Basque, mais aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. D'accord. Pensez-vous que dans 10 ou 20 ans, on vous remerciera et qu'il est encore normal de subir des critiques à tout bout de champ? Est-ce que tu penses que dans un certain nombre d'années, on vous dira, ouais, en fait, l'UTMB, ça a quand même été hyper utile? On pense qu'on participe à l'évolution du trail, on pense qu'on n'est pas la seule solution et qu'il y aura d'autres voies, et tant mieux. Et il faut qu'il y ait une richesse dans ce sport qui perdure. Nous, on ne recherche pas la reconnaissance, on ne recherche pas les remerciements, c'est pas pour ça qu'on travaille. On travaille en notre âme et conscience pour un projet, encore une fois, de reconnexion avec la nature et de rassembler des coureurs autour et des gens autour de ce sport qu'on aime. Nous, notre récompense aujourd'hui, c'est de voir l'émotion des coureurs qui prennent le départ, qui arrivent, les moments de joie, les moments où les familles se retrouvent après que madame ait couru ou monsieur ait couru. Et c'est ça qui nous fait vibrer. Et puis ce qu'on a vécu sur le Hoka UTMB Mont Blanc cet été était exceptionnel, y compris sur les premiers. Donc voilà, c'est ça. Dernière question économique, et puis après, promis, j'arrête. Hoka a renouvelé son sponsorship pour une durée de 4 ans, mais on en parlait aussi avec Fred Bousseau, grand connaisseur de la surface économique et de l'évolution historique et athlétique de la discipline, financière aussi. Hoka, c'est 1 milliard de chiffre d'euros par an, à peu près. Les majors ont loupé le train du trail. Nike, Adidas, New Balance, etc. Nike, c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Qu'est-ce qui se passe dans 4 ans, à la fin du partenariat de Hoka, quand on voit que la Maxi-Res devient Adidas Terex Maxi-Rex, voilà, est-ce que vous êtes déjà harcelé d'ores et déjà, ou est-ce que une major va arriver et à ce moment-là, l'échelle, elle va encore exploser c'est réaliste? Je ne sais pas répondre à la question parce qu'aujourd'hui, on a effectivement, jusqu'à présent, on travaillait avec Hoka avec un renouvellement d'année en année, pour faire simple. Là, effectivement, au printemps de 2024, on s'est engagé pour 5 ans avec Hoka. La volonté avec Hoka, c'était encore une fois, c'est une marque avec laquelle on est très bien, parce qu'en fait, c'est une marque qui est née de l'UTMB, qui est née dans les Alpes, donc qui comprend totalement l'ADN du trail running et avec qui on se sent bien, en fait. Et donc, on a souhaité s'engager sur 5 ans, parce que ça nous permettait de travailler justement sur ce développement du trail running, pas seulement pour vendre des chaussures et avoir plus de coureurs, mais aussi sur des problématiques durables. Et un des sujets sur lesquels on travaille, il y aura des choses sur 2025, c'est la participation des femmes dans le trail running, qui reste encore plutôt minoritaire. Donc globalement, sur l'ensemble du circuit, sur l'ensemble de nos courses, c'est 29% de femmes qui courent des courses UTMB. Et à Chamonix, sur les courses de l'événement Hoka UTMB Mont Blanc, c'est 23% de femmes. C'est 13% de femmes sur l'UTMB, et donc sur la course, sur la grande boucle. Et on pense qu'on peut faire mieux, et que les femmes apporteront beaucoup à ce sport, pour plein de raisons, parce que ça fait du bien d'avoir des femmes de manière générale. Dans la vie, c'est des gens les femmes portent des valeurs dont on a besoin et on a envie de les intégrer davantage. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille avec Hoka. Et donc on travaille avec Hoka, pas seulement dans une logique de visibilité, mais dans une logique d'engagement pour ce sport. Qu'est-ce qui se passera dans 5 ans? J'espère qu'on continuera avec Hoka, mais peut-être qu'il y aura un autre acteur qui viendra et qui apportera quelque chose d'autre. Et ce ne sera pas juste de l'argent, en fait, parce que une bonne partie du contrat avec Hoka, ce n'est pas de la contrepartie financière en échange de visibilité, c'est d'autres choses en fait. Très bien. Merci pour tout ça. Les questions Zambier, rubrique internationale, hein, tout le monde nous la réclame, censée éclairer des zones obscures et des recoins obscènes de nos invités via des questions Zambier. La course qui n'a pas du tout sa place dans le circuit UTMB World Series. World Series. Alors pas du tout, hein, qu'il faudrait dire non, allez, c'est terminé ça. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, mais effectivement, on a refusé des dossiers qui nous semblaient pas pertinents aujourd'hui parce que peu de communautés locales ou des difficultés à faire venir des coureurs sur la course. Donc, en général, on évite. Bon, tu tombes pas dans le panneau. La course que tu préfères dans le circuit? Waouh. Moi, j'adore Chiang Mai. En Thaïlande, j'ai eu l'occasion d'y aller. J'ai couru dans les rizières
ce que j'aurais jamais fait à titre personnel. Je l'ai fait parce que derrière, il y avait une organisation UTMB, et donc je savais que je le faisais en sécurité. Mais sinon, c'était pas dangereux, mais simplement, il peut y avoir des petites bêtes, et puis on ne sait pas forcément où on passe. Donc j'adore cette course parce qu'elle plonge dans un univers très différent. Voilà, moi je les aime toutes. Je vais effectivement sur Nice ce week-end. Je rêve d'aller courir Arc of Attrition en Cornouailles. Donc voilà. Bon, réponse consensuelle, on l'accepte. La course hors circuit UTMB, alors pas que vous aimeriez avoir, mais que tu rêverais de courir. Alors, j'ai toujours promis à Vincent Guiliani que j'irais courir le THP. Le THP. Et donc, et à chaque fois, ça tombait en clash avec une de nos courses. Donc, mais j'ai toujours ça en tête. Wildstrubel, Nice, Canyons Run, tu es toujours en deuxième quart de peloton. Est-ce que ton objectif est de passer à la catégorie 50 km? Oui. C'est vrai? Oui, oui. Sur quelle course? En fait, j'aimerais déjà courir Arc of Attrition, et le plus court, c'est 40 km, avec 1000 mètres de dénivelé à peu près. Donc, c'est une catégorie 50. Et j'aimerais courir la MCC l'année prochaine. C'est pas très sexy quand même, Arc of Attrition. Je sais pas, on va aller voir fin janvier. Le Kilian Jornet des 24 heures du Mans, le tien, c'est Jackie X, 6 victoires, Tom Christensen, 9 ou Pescarolo? Moi, j'adore Pescarolo, mais j'avais une relation très amicale avec Henri. C'est une légende. Voilà, c'est un mec extraordinaire qui a accompli plein de choses. Il n'a pas été seulement pilote de course, il a été aussi aviateur. Donc voilà. Bon, Pescarolo forever. Le 15 juin 2025, est-ce que tu seras sur Saint-Jacques-Bayou-TMB ou devant les 24 heures du Mans? Je serai probablement à Saint-Jacques avec sur mon téléphone la rediffusion des 24 heures du Mans qui doit être sur l'équipe également. Qu'est-ce que tu faisais dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août dernier et le samedi matin? Dodo ou non? Non, pas dodo. Le vendredi, forcément, départ de l'UTMB. Je vais jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, Saint-Gervais, Notre-Dame-de-la-Gorge. On est rentré vers, je pense, minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. Et samedi matin, j'étais chez Giuseppe à Maison-Vieille, où on avait rassemblé tous les élus de la vallée d'Aoste, en fait, qui étaient là, et c'est un peu notre rituel, en fait, de les voir à ce moment-là, à cet endroit-là de la course, en fait. Donc c'était à partir de 9h samedi. Michel Poletti, catégorie plus de 70. Est-ce que l'année prochaine, il a des chances de passer sur le podium catégorie? Je pense. En tout cas, son rêve, c'est de faire l'UTMB l'année prochaine. Bon, très bien. On finit là-dessus. Merci Frédéric. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.